base aérienne américaine, quelque chose d'inimaginable se produisait. Les Américains offraient à des responsables militaires soviétiques une visite guidée de leurs avions de combat de première ligne les plus dangereux. Avec la bière froide touchant à sa fin, les Américains montraient fièrement la technologie qui les avait aidés à gagner. Mais alors qu'ils commençaient la visite, l'attention des Soviétiques fut captée par un avion particulier dans un coin éloigné. Inconscients de cette fixation, les Américains positionnèrent le groupe à côté du majestueux F-16 Fighting Falcon, le jet le plus agile de sa génération. Mais les Soviétiques ne pouvaient s'en soucier. Confus, les Américains déplacèrent le groupe vers le puissant F-15 Eagle, le chasseur invaincu. Mais les Soviétiques continuaient de pointer du doigt l'avion étrange dans le coin. Pendant des décennies, cette machine avait alimenté leur cauchemar. De tous les avions occidentaux, c'était celui qu'ils considéraient comme la plus grande menace, la mort chuchotante qui pouvait frapper sans avertissement. En mai 1960, un avion espion U-2 fut explosé au-dessus de l'Union soviétique. Le mythe de l'invincibilité à 20 000 mètres était terminé. Pendant des années, les bombardiers avaient sillonné la stratosphère sous l'illusion de sécurité, mais les soviétiques avaient rattrapé leur retard. Les missiles sol-air pouvaient maintenant frapper à haute altitude. L'ère de la pénétration à haute altitude fut anéantie en une attaque. Le commandement américain se tourna vers des tactiques à très basse altitude. Voler juste au-dessus du terrain réduisait la détection radar et esquivait les défenses. À ces altitudes, les missiles avaient du mal à verrouiller. Mais le vol à basse altitude à haute vitesse imposait des exigences intenses sur les cellules et les équipages. Les turbulences et le suivi du terrain rendaient chaque mission éprouvante. L'armée de l'air avait besoin d'un nouveau type d'avion d'attaque qui pouvait foncer à travers le territoire ennemi à Mach 1,2 tout en rasant le sol. L'avion devait opérer depuis des pistes de 900 mètres, transporter 450 kg de munitions internes et être modifié pour la reconnaissance. La marine américaine avait ses propres problèmes. Les bombardiers et sous-marins soviétiques devenaient une menace pour les porte-avions. La NASA avait résolu une partie du puzzle. En 1958, ils démontrèrent une conception d'aile à flèche variable viable. Ces ailes pouvaient changer en vol, se repliant pour la haute vitesse ou s'étendant pour le décollage. Le résultat était une meilleure agilité, des besoins de pistes plus courts et suffisamment de portance pour transporter plus de carburant et des armes plus lourdes. Cela ouvrit la voie aux chasseurs multirôles. Ces jets combinent la vitesse d'un chasseur avec la charge utile d'un bombardier. Ils peuvent effectuer des combats aériens lors d'une mission, puis larguer des bombes lors de la suivante. Le secrétaire à la défense Robert McNamara entra au Pentagone en 1961, confronté à des demandes concurrentes. L'armée de l'air exigeait un avion d'attaque rapide pour dominer les cieux. La marine avait besoin d'un chasseur robuste capable d'opérer depuis des porte-avions. Leurs missions tiraient dans des directions opposées. McNamara regarda deux programmes coûteux prendre forme. Le 14 février, il prit une décision audacieuse, fusionner les efforts en un seul programme appelé TFX. Aucun des services n'aimait cette idée de compromis forcé. L'armée de l'air voulait un bombardier à basse altitude qui pouvait voler à travers les défenses soviétiques. La marine avait besoin d'un intercepteur capable de patrouiller à haute altitude. Même les agencements de cockpit causaient des frictions. L'armée de l'air préférait des sièges en tandem pour améliorer la visibilité. La marine insistait sur des sièges côte à côte pour surveiller l'écran radar. Malgré les protestations, McNamara avança. Il basa les spécifications du TFX sur la liste de l'armée de l'air et lança le programme en septembre 1961. Une demande de proposition fut envoyée en octobre et 6 grands noms répondirent. Boeing, General Dynamics, Lockheed, McDonnell, North American et Republic. La conception de Boeing remporta les évaluations internes techniques, mais en novembre 1962, McNamara choisit General Dynamics. Le facteur décisif était que leur conception partageait plus de composants entre les versions, promettant des économies. Le 21 décembre, le contrat fut signé. Le TFX était officiellement en vol, au moins sur le papier. Avec General Dynamics dirigeant le projet sous Robert Widmer, le programme passa du concept au métal. Le plan prévoyait 2 variantes, un F-111A pour l'armée de l'air et un F-111B pour la marine. Pour construire un chasseur capable d'opérations sur porte-avions, ils unirent leurs forces avec Grumman en 1963. Grumman prit la responsabilité du train d'atterrissage robuste et du fuselage arrière renforcé. Les deux versions partageaient les moteurs, les cellules et les sièges côte à côte dans une capsule d'éjection pressurisée. Pour répondre aux exigences de longue portée, le F-111 introduisit plusieurs caractéristiques révolutionnaires. Les ailes pouvaient pivoter en vol, étendues pour le décollage puis repliées pour fendre l'air à Mach 2,5. 2 turboréacteurs à double flux avec post-combustion fournissaient la poussée nécessaire pour maintenir un vol rapide à basse altitude. Cependant, ces caractéristiques ajoutèrent du poids
et contribuèrent à des retards de développement. Le F-111A était équipé d'un radar de suivi de terrain avancé, lui permettant de voler juste au-dessus du sol, la nuit, avec une intervention minimale du pilote. Il disposait d'un système radar d'attaque et d'un espace pour des armes nucléaires ou conventionnelles. Le F-111B de la marine présentait un nez plus court pour s'adapter aux ascenseurs des porte-avions et transportait un grand radar pour guider des missiles à longue portée. Le premier F-111A fut dévoilé en octobre 1964 à Fort Worth et vola en décembre. Les premiers essais exposèrent de graves problèmes de moteur, des décrochages de compresseurs, des extinctions de flammes et un flux d'air instable qui rendait l'avion imprévisible et dangereux. Les puissants moteurs avaient besoin d'un air propre et constant, mais à des vitesses élevées et à des altitudes variables, le flux d'air se désagrégeait. Cela entraînait une perte soudaine de poussée, surtout lors de manœuvres difficiles à basse altitude, où une panne moteur signifiait la mort. Les ingénieurs remanièrent complètement le système d'admission, créant la conception emblématique Triple Plow. Ces rampes d'admission incurvées avec géométrie variable contrôlaient comment l'air entrait dans les moteurs à différentes vitesses, lissant le flux et maintenant les moteurs allumés quelle que soit la mission. Les plans de production fluctuèrent en raison des coûts et des problèmes de poids. En 1968, la marine annula le F-111B. Des fissures trouvées dans les points de fixation des ailes conduisirent la flotte à être clouée au sol en 1969, nécessitant une refonte complète avant que les vols ne reprennent en 1970. Les essais continuèrent jusqu'en 1972, tandis que la famille F-111 s'élargissait. L'Australie commanda le F-111C. L'armée de l'air ajouta des versions améliorées, incorporant les F-111D, E et F, plus le bombardier stratégique FB-111A et l'avion de guerre électronique EF-111 Raven. Au moment où la production prit fin en 1976, 563 F-111 avaient été construits dans toutes les variantes confondues. Le F-111 fut conçu comme un avion d'attaque polyvalent, capable de pénétration à basse altitude. La cellule était construite en alliage d'aluminium, avec de l'acier haute résistance et du titane dans les zones à forte contrainte. Le fuselage utilisait une disposition semi-monocoque. Il était solide mais léger, capable d'encaisser des coups et de continuer à voler. La queue utilisait un stabilisateur horizontal entièrement mobile appelé stabilateur qui donnait un contrôle de tangage plus net aux vitesses subsoniques et supersoniques. Le train d'atterrissage comportait un système à 3 points. Les portes du train principal fonctionnaient également comme des freins aérodynamiques pendant le vol. La plupart des variantes étaient équipées d'un radar de suivi de terrain intégré à un système de pilote automatique. La puissance provenait de 2 moteurs turboréacteurs Pratt & Whitney TF30. Le F-111 avait une soute à armes interne capable de contenir des bombes, un canon de 20 mm ou des réservoirs de carburant. Des 4 pylônes externes, les 2 intérieurs pivotaient avec les ailes. Les versions tactiques transportaient des missiles Sidewinder pour l'autodéfense contre les chasseurs ennemis. Les premiers 6 F-111 arrivèrent à Nellis le 17 juillet 1967 pour former les escadrons. Le 428e escadron déclara la capacité opérationnelle en avril 1968. En mars 1968, 6 avions lancèrent la mission Combat Lancer au-dessus du Vietnam. Ces vols visaient à pousser la technologie révolutionnaire dans la réalité de la guerre. Opérant principalement la nuit, les F-111 frappèrent 55 sorties à haut risque en territoire nord-vietnamien, ciblant les infrastructures avec précision. Les missions montrèrent la capacité de l'avion à voler bas et rapide, esquivant les radars et les tirs tout en livrant des charges dévastatrices. Mais 2 avions disparurent sans trace fin mars, puis en avril, un 3e fut perdu dans un crash causé par une défaillance hydraulique dans la tige de commande du stabilisateur. Cela envoya l'avion dans un piqué incontrôlable, mettant fin à la vie de l'équipage. Cloué au sol, les inspections révélèrent le défaut dans 42 autres F-111. Combat Lancer fut interrompu, et en novembre, la 474e escadre rentra aux États-Unis. Sa pleine puissance ne fut restaurée qu'en 1971. En septembre 1972, le F-111 était de retour en action à Tagli, en Thaïlande. Les pilotes volèrent le dernier mois de l'opération Linebacker, puis participèrent à la massive campagne Linebacker 2. Connu parmi les troupes nord-vietnamiennes sous le nom de mort chuchotante, en raison du rugissement silencieux de ses moteurs à basse altitude, le F-111 s'avéra dévastateur. Son radar de suivi de terrain permettait aux pilotes de voler aussi bas que 60 mètres, à près de 900 km/h, évitant les radars et les missiles. L'avion pouvait transporter la charge de bombes de 4 Phantom F-4. Au cours de la guerre, les F-111 volèrent plus de 4000 missions, avec seulement 6 perdues par l'action ennemie. Un taux de survie remarquable, qui prouvait l'efficacité de la conception. Après la guerre, qui s'est terminée en 1975, le F-111 resta déployé en Asie. À partir de 1973, la 347e escadre opéra depuis Takli, puis Korat.
Ils bombardèrent les positions des Khmers rouges au Cambodge, jusqu'à ce que le soutien prenne fin en août 1973. Pendant l'incident du Mayaguez, les F-111 n'étaient pas seulement de soutien. Le 13 mai 1975, 2 F-111 non armés déchirèrent les cieux près de Pulauwai dans des passages à basse altitude au-dessus du cargo capturé SS Mayaguez. Cette démonstration de force força les Khmers rouges à arrêter le navire. Des heures plus tard, les F-111 revinrent, balayant devant un bateau de pêche soupçonné de transporter l'équipage capturé. Ils tirèrent devant les escortes pour les disperser, un s'enfuit, un autre fut coulé. Rapides et précis, les F-111 livrèrent pression et intimidation sur demande. L'histoire opérationnelle du F-111 s'étendit bien au-delà de l'Asie. Dans une mission humanitaire le 14 février 1986, 2 bombardiers FB-111 volèrent du New Hampshire à l'Oklahoma pour transporter un cœur destiné à une transplantation, atterrissant à Bradley pour la remise qui sauva une vie. En 1986, le F-111 occupa le devant de la scène dans l'opération Eldorado Canyon, la frappe aérienne contre la Libye. 18 F-111 de la 48e escadre, soutenus par des EF-111 pour brouiller les radars, décollèrent de base britannique pour un vol de 10 300 km. Cette mission de 13 heures reste la sortie de combat de chasseurs la plus longue de l'histoire. Les F-111 frappèrent en profondeur, ciblant des installations militaires avec précision, s'appuyant sur leur conception à ailes pivotantes et leur avionique avancée pour échapper aux défenses. Le raid endommagea gravement les capacités de la Libye, mais un F-111 fut perdu au-dessus de la Méditerranée, probablement abattu par la défense aérienne. Vers la fin des années 80, la guerre froide touchait à sa fin. Lors d'une visite historique, les forces aériennes américaines en Europe accueillirent des responsables soviétiques lors d'une exposition d'avions. Les F-4, F-15 et F-16 américains étaient garés sur le tarmac. Mais les visiteurs soviétiques ne montrèrent d'intérêt que pour un seul avion, le F-111. Les hôtes américains furent choqués. L'officier Jim Rotramel apprit plus tard pourquoi. Il s'avéra que, mis à part le SR-71 Blackbird, le F-111 était l'avion qu'il considérait comme la plus grande menace. L'évaluation de l'ancien ennemi était claire. C'était le bombardier qui aurait pu mettre fin à leur monde en livrant des armes nucléaires sur Moscou. En 1991, le F-111 prouverait son efficacité de manière spectaculaire lors de la guerre du Golfe. Ce qui s'est passé pendant l'opération Tempête du désert n'était pas seulement un succès tactique, c'était la validation d'une prédiction. Pendant les exercices en Espagne, Jim Rotramel avait observé la précision dévastatrice de son avion depuis une altitude moyenne. Il rappela qu'il avait remarqué que si jamais ils étaient déchaînés au combat, où ils pourraient attaquer depuis une altitude moyenne, ce serait presque injuste pour ceux qu'ils attaquaient. Tempête du désert prouva qu'il avait raison. La variante F-111F domina le conflit avec une précision inégalée. Il effectua plus de 3 missions réussies pour chaque échec, surpassant tous les autres avions d'attaque américains. Les F-111F larguèrent près de 80% des bombes guidées par laser de toute la guerre, dominant 2 types de guerres de précision contre l'Irak. Contre les cibles durcies, ils déployèrent le massif GBU-28 Bunker Buster, une bombe de 2180 kg, conçue pour pénétrer profondément dans le béton armé et exploser à l'intérieur des bunkers. Mais ce n'était pas seulement la taille des bombes qui terrorisait les forces irakiennes, c'était la précision chirurgicale. Les équipages du F-111F développèrent une tactique dévastatrice qu'ils appelaient les miracles consécutifs. La première bombe guidée par laser percerait un trou précis à travers le toit en béton armé d'un abri d'avion durci. Quelques millisecondes plus tard, une deuxième bombe suivrait exactement le même chemin laser, plongeant à travers cette ouverture fraîche pour exploser à l'intérieur. Les résultats étaient catastrophiques. Les abris durcis étaient retournés de l'intérieur par des explosions contenues dans leurs propres murs renforcés. Le personnel des aérodromes irakiens apprit rapidement à craindre la nuit. Pendant le jour, ils se sentaient en sécurité dans les bunkers en béton, mais lorsque l'obscurité tombait et que les F-111F rôdaient au-dessus, ils abandonnaient complètement les abris, préférant tenter leur chance dans le désert ouvert plutôt que d'être piégés à l'intérieur lorsque les miracles consécutifs commençaient. Mais le rôle le plus célébré du F-111 vint dans ce que les pilotes surnommaient le tank plinking, la destruction systématique des blindés irakiens en utilisant des bombes guidées. Une bombe guidée par laser, un char détruit. Nuit après nuit, les F-111F parcouraient le désert, leur système de ciblage transformant les véhicules ennemis en bûchers funéraires. Les équipages de chars irakiens apprirent la même leçon. Dormir dans leur véhicule la nuit était une très mauvaise idée. Le métal chaud attirait les capteurs infrarouges comme un phare, et l'aube révélait seulement des épaves tordues là où des formations entières s'étaient installées. À la fin de la guerre, les F-111 avaient détruit plus de 1500 chars et véhicules blindés, égalant presque le décompte du légendaire A-10. Aux côtés du F-111F,
18 modèles F-111E volèrent également des missions. Le mélange de vitesse, de portée et de capacité de frappe en fit une arme décisive dans la victoire rapide de la coalition. Pourtant, aucun moment ne captura mieux la polyvalence létale du F-111 qu'un incident survenu le 17 janvier 1991. Les capitaines James Denton et Brent Brandon pilotaient leur EF-111 Raven, une variante de guerre électronique dépouillée de toutes les armes pour faire place à l'équipement de brouillage. Leur mission était de mener les avions de frappe à travers les défenses aériennes irakiennes, utilisant leur électronique pour aveugler les radars. Un pilote irakien de Mirage F-1 EQ, venant d'échapper à un Eagle F-15, repéra le Raven solitaire, effleurant le désert à peine 300 mètres. Voici sa chance, un avion apparemment sans défense, une cible facile pour retrouver son honneur perdu. Le cockpit du Raven explosa en lumière d'avertissement et alarme. Ils étaient peints par le radar du Mirage. Denton jeta l'avion dans des manœuvres d'évitement alors que le premier missile R-550 Magic filait vers eux. Brandon travailla la console de contre-mesure, éjectant des leurres, tandis que Denton tentait de tordre le lourd avion loin d'une mort certaine. Le missile manqua de justesse. Quelques secondes plus tard, un deuxième Magic quitta les rails du Mirage. Encore une fois, virage violent, plus de leurres, le EF-111 tremblant sous les forces G. Le second missile fut trompé et partit dans la nuit. Mais le pilote irakien n'avait pas terminé. Avec ses missiles épuisés, il se rapprocha pour utiliser ses canons jumeaux de 30 mm, prêts à déchiqueter le Raven sans défense en morceaux fumants. C'est alors que Danton eut une idée qui frôlait la folie suicidaire. Il plongea le EF-111 vers le sol du désert en utilisant le radar de suivi de terrain pour naviguer dans la nuit noire à une altitude dangereusement basse. Le pilote du Mirage suivit, fixé sur sa cible, déterminé à finir ce qu'il avait commencé. Au tout dernier moment avant l'impact avec le sol, Danton tira violemment sur le manche et poussa les manettes complètement en avant. Les puissants moteurs TF-30 projetèrent le Raven vers le ciel, à la vitesse du son, dans une montée verticale spectaculaire. Le pilote irakien, pris dans le cocktail de l'obscurité, de la basse altitude et de la vision tunnel, ne put réagir à temps. Son Mirage s'écrasa dans le sol du désert à 900 km/h, explosant en une boule de feu qui illumina le ciel sous le Raven qui grimpait vers la sécurité. Danton et Brandon venaient de marquer la première et unique victoire RR de l'histoire du F-111, sans tirer un seul coup de feu, d'y lancer un missile. Les deux hommes reçurent la Distinguished Flying Cross pour ce que l'armée de l'air appela une maîtrise supérieure de l'air dans des conditions de combat extrêmes. Mais pour la famille F-111, c'était quelque chose de plus profond. La preuve que même lorsqu'il était dépouillé de ses armes offensives, l'Aardvark pouvait toujours être un prédateur mortel et dangereux dans les bonnes mains. Malgré ses succès sur les champs de bataille, le F-111 était coûteux à entretenir. Les pilotes reconnaissaient qu'il consommait une part disproportionnée du budget. Néanmoins, il était resté une colonne vertébrale de la flotte de frappe pendant plus de 3 décennies. Le F-111 fut officiellement retiré par l'USAF en 1996, recevant son surnom officiel Aardvark lors de la cérémonie de retraite. Ils le nommèrent d'après le mot Afrikaans pour cochon de terre, une étiquette appropriée pour son nom-nez pointu. La retraite de la variante EF-111 en 1998 marqua la fin du service de première ligne. Le F-111A avait été pionnier des frappes rapides avec une vitesse de Mach 2,3 et un radar de suivi de terrain révolutionnaire. Le F-111B de la marine influença la conception du F-14 Tomcat. Le FB-111A prit sa retraite après l'arrivée du B-1B Lancer. D'autres variantes trouvèrent une vie prolongée à l'étranger, plus particulièrement en Australie, où le F-111 laisserait un héritage durable. L'Australie acheta 24 F-111C pour remplacer les English Electric Canberra vieillissants. Les Canberra, des bombardiers des années 50, pouvaient atteindre 930 km/h, mais manquaient d'avionique moderne et de vitesse supersonique, faisant du F-111C un bond massif en portée et précision. Le premier F-111C fut remis en septembre 1968, mais des problèmes structurels retardèrent son entrée en service. Ce n'est que le 15 mars 1973 que l'Australie accepta officiellement son premier F-111C fonctionnel. Les 6 F-111C suivants arrivèrent à la base RAF d'Amberley le 1er juillet 1973. Ces jets furent assignés au 1er escadron et au 6e escadron. Les Australiens l'appelèrent affectueusement le Pig. Le F-111C devint le plus rapide et le plus long rayon d'action des avions de combat en Asie du Sud-Est. Cela donna à l'Australie une capacité de frappe indépendante rare. Pendant des réunions tendues du cabinet indonésien sur l'indépendance du Timor oriental, Benny Murdani aurait averti les responsables indonésiens en leur demandant s'ils réalisaient que les Australiens avaient un bombardier qui pouvait mettre une bombe à travers cette fenêtre sur la table devant eux.
Les F-111 australiens restèrent prêts pendant le déploiement de la Force internationale pour le Timor oriental en 1999. En 2006, un F-111 de la RAF joua un rôle décisif dans le naufrage du navire nord-coréen Pongsu, impliqué dans le trafic de drogue. Les exigences de maintenance conduisirent à sa retraite progressive qui commença fin 2007. L'Australie se procura 24 Boeing FA-18EF Super Hornet comme remplacement intérimaire, pendant que les retards ralentissaient l'arrivée du F-35 Lightning II. Le 3 décembre 2010, l'Australie retira officiellement ses derniers F-111 lors d'une cérémonie émouvante, fermant le chapitre sur une ère remarquable. Cependant, les ailes pivotantes du F-111 laissèrent de nombreuses leçons de conception qui impactent encore la technologie aéronautique aujourd'hui. La technologie des ailes aéroélastiques actives ne pivote pas, elle coule. L'aile elle-même se tord et se plie en plein vol, se flexant comme un muscle pour contrôler la direction. Contrairement à l'aile pivotante de l'Aardvark, avec ses pivots encombrants et ses joints réfléchissant les radars, cette technologie maintient une surface lisse, parfaite pour la furtivité. Déjà prouvé par le X-53, un FA-18 modifié, les ingénieurs ont observé l'avion contrôler son roulis en pliant l'aile. Les avantages sont des ailes plus légères, permettant plus de carburant, une portée plus longue, plus de charge utile et une agilité inégalée. Encore en cours de maturation, cette technologie porte en avant l'héritage de l'Aardvark, un seul avion, capable de nombreuses missions, adaptant sa forme pour dominer les cieux. L'Aardvark forçait l'air à se plier autour de lui, maintenant le jet lui-même se plie pour s'adapter à l'air. Si cette histoire du bombardier que les soviétiques craignaient plus que tout vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre chaîne, de partager votre opinion dans les commentaires sur ce chasseur bombardier légendaire qui a marqué l'histoire, et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes sur les machines volantes extraordinaires et les avions de combat révolutionnaires qui ont changé pour toujours la manière dont les nations mènent la guerre aérienne et défendent leurs cieux contre les menaces.